Quand on pense à Mario, on a tous une image en tête. On pense tous au même petit plombier moustachu et italien qui traverse des zones pleines de dangers, combat des plantes et des monstres à la recherche de sa dulcinée. Un personnage tellement connu dans notre culture populaire qu'il rivalise sans peine avec la fameuse souris de Disney. Super Mario Bros. Mario, c'est une saga de jeux vidéo intemporelle qui traverse les années sans jamais connaître le moindre échec. Pour vous faire une idée, depuis 1995, on parle de pas moins de 31 jeux Mario qui ont dépassé le million de copies vendues. C'est tout simplement la meilleure franchise de jeux de tous les temps. Devant Zelda, devant Call of Duty, devant Monopoly ou même Uno. Oui, Mario se vend plus que le jeu de cartes que tout le monde sort de sa poche à la moindre occasion. Et pourtant, derrière ces succès immenses, Mario cache depuis plus de 30 ans un lourd secret. Un échec monumental qui a façonné le Nintendo que l'on connaît aujourd'hui. Super Mario Brothers. This ain't no game. Une défaite si violente que le géant japonais s'en souvient encore comme de sa plus grande leçon. A popular video game, it's called Super Mario Brothers and it doesn't work at all. It doesn't add up to anything. It's just a lot of people running around, all talking at once in a plot that nobody cares anything about. Disons que c'est considéré comme l'un des plus gros navets de l'histoire du cinéma des années 90. Les avis sont sans appel. Les images parlent d'elles-mêmes. Une réalisation ratée qui donne une leçon gravée au fer rouge. Ne jamais, au grand jamais, perdre le contrôle de son produit. Car en 1993, Nintendo a fait l'impensable. Autorisé pour la première fois l'adaptation d'un jeu vidéo au cinéma. Une promesse de succès. Le début d'un cauchemar. Et si on revenait un peu sur les bases? Quel type d'adaptation fonctionne le mieux au cinéma? Quel est le produit le plus rentable à convertir en film? Pendant longtemps, pour Hollywood, la réponse semblait évidente. Les romans. Le meilleur moyen d'avoir une œuvre déjà bien écrite et cohérente, à laquelle on ajoute des personnages profonds, un univers étendu, parfois la possibilité d'une suite, et surtout, une fanbase déjà existante. Inutile de vous rappeler les triomphes des films Harry Potter ou de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, de véritables icônes du cinéma. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il vient de nous insulter? Même constat pour les séries. Game of Thrones est tout simplement le show le plus populaire de tous les temps. Et sa chute n'est due qu'à un manque de livres à exploiter, pas à un manque de potentiel. En clair, adapter des romans, c'est minimiser le risque d'échec. Un seul détail à ne pas omettre. Il faut rester fidèle à l'univers inventé par son créateur. I always lose. Maybe we're both wrong. Ensuite, Hollywood, toujours en quête de sa prochaine mine à exploiter, finit par se tourner vers un nouveau filon, les comics. Dès le début des années 2000, l'adaptation d'histoires de super-héros devient la nouvelle obsession. Marvel contre DC, Batman contre Superman, Thor, Iron Man, Spider-Man, chacun trouve son héros. Et tout le monde se rue en salle pour voir la prochaine version de son vilain préféré à l'écran. Les séries s'enchaînent, les plateformes s'en donnent à cœur joie. Pendant plus d'une quinzaine d'années, les super-héros envahissent tout, envahissent trop. Car depuis quelque temps, le constat est clair, la vague super-héroïque ne fait plus rêver, le public s'essouffle, il se fatigue. It sure looks like Marvel movies are pretty much falling off. I'm just super tired of superhero content. I'm so sick and tired of superhero films, and I'm not afraid to say it. The fatigue is real. Superhero fatigue. Superhero fatigue. Superhero fatigue. Hollywood le sent, il faut se renouveler. Alors où chercher la prochaine mine d'or? Où trouver le prochain univers à adapter? La prochaine génération d'histoires capable de remplir les salles? La réponse est unanime, les jeux vidéo. Vous l'avez sûrement remarqué, depuis quelques années, les univers vidéoludiques crèvent nos écrans, nos télévisions et nos cinémas. De Détective Pikachu à Sonic, de The Last of Us à Arkham, les adaptations se multiplient et les fans suivent. Le jeu vidéo, c'est le rêve ultime pour Hollywood. Un public fidèle, une mythologie déjà construite, un potentiel commercial infini. Le divertissement poussé à son paroxysme. Mais ça n'a pas toujours été le cas, et ça, Nintendo s'en souvient mieux que personne. Ils sont frères, ils sont plombiers. Nous sommes dans les années 80. À cette époque, Nintendo, c'est surtout une entreprise qui fait des jouets et des bornes d'arcade, et qui n'a pas encore conquis le marché américain. Les boss du milieu, c'était Atari. Jusqu'au jour où tout change pour Nintendo, avec une nouvelle recrue,
Shigeru Miyamoto, un petit nouveau sans expérience, sans qualification particulière, à une différence près. Shigeru a une idée. Son rêve, faire un jeu avec un petit bonhomme qui grimpe, saute, escalade les obstacles jusqu'à sauver sa princesse des bras d'un singe géant. Le projet est osé et Miyamoto tremble en partageant son concept à la direction du groupe japonais. Qui serait assez fou pour croire à une idée pareille? Contre toute attente, Nintendo fonce. Il voit le potentiel. En 1981, Donkey Kong prend vie et Nintendo change le cours du jeu vidéo. Pour toujours. Pas avec Donkey Kong lui-même, même s'il a fortement contribué, mais bien avec son héros moustachu, le fameux Jumpman. Et non, pas encore Mario. Ici, pas de plombier, mais un charpentier. Voilà l'origine de notre héros favori, encore là 40 ans plus tard. Tout commence lorsque Nintendo se déploie aux États-Unis, la terre promise pour tester ses idées. Jusqu'ici, les Japonais n'ont pas encore connu le succès. Leur borne d'arcade propose un seul jeu, Radarscope, un shoot-'em-up spatial en pseudo 3D, sans grande originalité. Résultat, tout le monde s'en fiche. Nintendo se retrouve avec un entrepôt rempli de plus de 2000 bornes d'arcade invendues qui prennent la poussière et attendent désespérément un jeu pour les sauver. La filiale américaine supplie le Japon de leur envoyer quelque chose, n'importe quoi. Pile au même moment, Miyamoto organise un rendez-vous pour présenter son nouveau concept. Les étoiles s'alignent. Et en 1981, Donkey Kong sort. Jumpman envahit lentement le marché américain. Et c'est l'explosion. 60 000 bornes d'arcade vendues. Un succès colossal. La filiale américaine, Nintendo of America, est sauvée de la faillite et devient même centrale au développement du groupe. En pleine expansion, les employés rient de leurs problèmes d'hier. Il n'y a pas si longtemps, ils croulaient sous les bornes invendables. C'était même au cœur d'un conflit entre Nintendo et le propriétaire de l'entrepôt où ils stockaient leur matériel. Ce propriétaire ne voulait pas les laisser tranquilles. Menace sur menace, une vraie plaie. Et comment s'appelait-il déjà? Ah oui, Mario Segal, un propriétaire italien. Une broutille, un conflit parmi tant d'autres. Une origin story. Les employés de Nintendo, maintenant éloignés de la faillite, s'amusent de sa personnalité colérique et en souvenir de l'époque difficile, rebaptisent immédiatement Jumpman en Mario. Et comme ça, la légende est née. À partir de ce moment-là, tout explose pour Mario. En 1983, Mario Bros sort. Il devient officiellement plombier. Les monstres prennent vie, les égouts sont au centre du concept. Tout s'assemble. Même la publicité se prête au jeu. En 1985, Super Mario Bros arrive. Et la franchise défonce tout sur son passage. L'histoire devient cohérente. Il y a une narration, un monde construit, des pièges, des règles, des niveaux secrets. Il y a des sauts, des pièces, des nouveaux ennemis. Tout fait sens. Et le public est conquis. 40 millions de ventes. Mario, c'est une icône du jeu vidéo. À jamais. Durant toutes les années 80, Nintendo exploite au maximum son nouveau bébé. Les jeux s'enchaînent, tout semble fonctionner, les musiques deviennent des classiques, le level design reste innovant, le rythme est exceptionnel. Mario n'est plus un jeu, c'est une figure moderne. Jouets, peluches, dessins animés, il n'y a plus de limite. Faire un projet avec Nintendo, c'est gagner au loto. Electronic world of the Super Mario Brothers and save the princess from the Goombas. Now with the game turned into a movie with Bob Hoskins and John Leguizamo as the brothers, the price is higher, but so is the adventure. Et puis, une annonce au journal de 20h, un film Super Mario Bros arrive. Une catastrophe déguisée en bonne nouvelle. Nintendo a fait preuve d'imprudence. Dans l'euphorie, ils ne surveillent plus assez les projets dans lesquels ils s'embarquent, jusqu'à la chute inévitable de leur héros favori. Jusqu'à l'année 1993. La chute de Mario commence par un nom, Roland Joffé. Vous n'aviez jamais entendu parler de lui, et moi non plus. Mais Roland, c'est un producteur de films, pas un Spielberg ni un George Lucas, plutôt un type avec un peu d'expérience et une idée.
Après tout, tout naît toujours d'une idée. Celle de Miyamoto a initié la naissance de Mario. Celle de Joffé a initié le début de sa mort. Avec une simple question. Et si on faisait le premier grand film adapté d'un jeu vidéo? Joffé prépare son plus beau discours, enfile un costume 3 pièces et prend l'avion pour convaincre Nintendo. Ils auraient dû être prudents, ils auraient dû poser des questions, enquêter, surveiller. Ils n'ont rien fait de tout ça. En quelques négociations simples, Nintendo accepte le projet. Ils ne connaissent pas grand-chose à Hollywood. À leur décharge, Mario cartonnait partout. Et après tout, faire un film, ça permettrait de renforcer l'image de la franchise. Roland Joffe and Jake Ebert were hooked on the creative challenge of turning the world-popular Super Mario Bros. Video game into the movie adventure of the decade. Les Japonais donnent leur accord pour exploiter leurs personnages, conservent les droits de merchandising et laissent une liberté totale aux producteurs. Mario and Luigi and what Mario and Luigi meant, then the natural process is the world they go into and who inhabits that world. Je dis bien liberté totale. The trick was here to try and get those characters to come to life and integrate them into a story which made some sense. Un sens que les réalisateurs ne trouveront jamais. It's not as dazzling or as involving as the cutting-edge video games that would like to mirror, and it doesn't have the traditional movie elements like compelling characters or a fresh story. Malgré cette critique populaire, sur le papier, tout semblait bien parti. Un joli budget, près de 50 millions de dollars, des décors, des effets spéciaux, l'envie de raconter une super histoire. And then that sparked off this whole thing about dinosaurs. We found this theory about a meteorite hitting the Earth, and that was the reason why dinosaurs disappeared. Et quoi de mieux comme intrigue pour un film Mario que de parler de la mystérieuse disparition des dinosaures? Goodbye, dinosaurs! Tout tourne au fiasco. L'histoire change encore et encore. Pendant le tournage, les scénaristes se succèdent, personne ne se met d'accord. Quel est le public cible? Les enfants, les adultes, les fans, les aveugles? Comédie ou drame? Certains scénaristes veulent même intégrer des scènes pour adultes. Dans un Mario, plus de 9 scénarios sont écrits avant le tournage. Aucun n'est bon. Mais le projet continue. Mirroring New York City, but existing in another time dimension is Dino-Hatton. Malgré les excellentes idées comme Manhattan et Dino-Hatton, le résultat final est catastrophique. Super Mario Bros sera un film à l'ambiance mélangeant Star Wars en version amateur et Dune sans les bonnes idées. Un cyberpunk lugubre, grotesque même. On ne reconnaît rien de l'univers Mario. La musique met mal à l'aise. Right, turn left here. Visuellement, c'est une torture. On empile les idées, on empile les décors, et on espère que ça tiendra debout à la sortie. Les acteurs principaux vivent un enfer. Bob Hoskins et John Leguizamo, Mario et Luigi, subissent une pression monstre. À ce jour, c'est leur pire souvenir de tournage. When you see the film, amazing, what you do anything, this ain't gonna work. You know, it just ain't gonna work. Résultat des courses. En 1993, le film sort en salle et le public le rejette violemment. 39 millions de dollars de recettes mondiales. Le film perd de l'argent. Il est encore considéré aujourd'hui comme l'une des pires adaptations jamais réalisées. Super Mario Brothers, this ain't no game. Nintendo encaisse un coup qu'aucune console ne pourra jamais amortir. Le géant japonais découvre l'humiliation publique. Son héros devient une blague de fin de soirée. Et il n'avait rien vu venir. La trahison d'Hollywood est impossible à digérer. Ils se font une promesse, ne plus jamais laisser leur univers leur échapper. Les années passent, Nintendo continue de grandir, renforce son image, ses projets, ses consoles. Tout est désormais sous un contrôle absolu et avisé. Les projets avec Hollywood, mis en pause, longs, interminables. Alors les studios américains se tournent vers d'autres jeux vidéo. Mortal Kombat, Street Fighter, la malédiction s'enchaîne. Rendre hommage aux jeux vidéo au cinéma semble impossible. Deux visions incompatibles. À chaque fois, le même scénario. Un jeu à succès, une histoire et un univers intéressants, et une adaptation qui ne comprend rien à ce qui faisait sa force. Puis viennent les années 2010. Hollywood commence à apprendre, à comprendre les fans, à prendre au sérieux le genre. En 2010 sort Prince of Persia,
premier blockbuster Disney basé sur un jeu vidéo. Pas un échec, mais pas un carton non plus. Il manque quelque chose. Artistiquement, c'est plat. Jake Gyllenhaal fait son maximum, mais ce n'est pas assez pour combler les lacunes. En 2016, Assassin's Creed tente sa chance. La franchise d'Ubisoft est gigantesque. Le budget, colossal. 125 millions de dollars. Michael Fassbender en tête d'affiche. Résultat en demi-teinte. On ne répond pas aux attentes. On ne respecte pas assez la vision du jeu. Le public ne s'y reconnaît pas. Hollywood ne lâche pourtant pas l'affaire. Ils savent que c'est possible. En 2016, Tomb Raider revient. Alicia Vikander s'investit à fond. Il y a de bonnes idées, la réalisation est correcte, mais on reste loin du blockbuster espéré. Pendant tout ce temps, Nintendo observe, silencieusement, patiemment. Sa vengeance approche. Car dans les bureaux de Nintendo, une rumeur circule. Shigeru Miyamoto, le père de Mario, veut redonner sa chance à son bébé. Mais cette fois, avec sa vision. Il ne veut plus déléguer, il est obsédé par une seule chose, trouver le bon partenaire. Jusqu'au jour où il rencontre enfin la bonne personne. Minasan, konnichiwa. Nintendo no Miyamoto desu. Chris Meledandri, fondateur d'Illumination Entertainment. Et pour ceux qui l'ignorent, ces types sont à l'origine d'un univers qui a marqué tout le monde. Un univers qui a fait rêver les grands comme les petits. Moi, moche et méchant. Un monde coloré, des personnages originaux, des histoires accessibles. C'est exactement ce que veut Nintendo. Les négociations durent plus d'1 an. Nintendo veut tout contrôler. Rien ne sera laissé au hasard. Le projet se développe dans le plus grand des secrets. Pas la moindre fuite. Pas même un trailer. Pendant ce temps, Hollywood commence aussi à comprendre la leçon. En 2019, la tendance s'inverse. La malédiction disparaît peu à peu. Un projet change la donne. The Witcher avec Henry Cavill. Good evening. My name is Henry Cavill and I play Geralt of Rivia in Netflix's new series The Witcher. La série explose les statistiques. Même si les critiques sont mitigées, le message est clair. Bien que, surtout adapter des livres, faire une adaptation de jeux vidéo qui plaît au grand public, c'est possible. Puis viennent les véritables succès. En 2021, Arcane de l'univers League of Legends pulvérise tout. Arcane League of Legends. Les prix pleuvent, les notes publiques sont stratosphériques. S'ensuit The Last of Us, Fallout. Le jeu vidéo devient la nouvelle pépite du 7e art. Il est temps pour Nintendo de sortir de l'ombre, de rappeler au monde qui est le vrai pionnier. La vision est claire, pas de message politique, pas de réalisation forcée, juste de l'aventure, du plaisir et un respect total de l'univers d'origine. Le budget est colossal, le casting 5 étoiles, Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black. Les musiques sont sublimes. À la sortie de la bande-annonce, c'est un raz-de-marée, des millions de vues en quelques heures. Et puis, le silence, l'attente, l'espoir. 30 ans après le désastre de 1993, tout se joue à nouveau sur un seul nom, Mario. En 2023, le film sort et domine tout. 1,36 milliard de dollars au box-office. The Super Mario Bros. Movie devient le premier film d'animation adapté d'un jeu vidéo à dépasser le milliard de dollars. The animated movie officially crossing the $1 billion mark thanks to my son seeing it 7 times. Il démarre plus fort que la plupart des mastodontes de l'année. C'est un triomphe absolu pour Nintendo et Illumination. Le film devient l'un des plus gros succès d'animation de l'histoire et le plus grand triomphe d'Illumination Universal Animation. En 1993, Hollywood avait échoué, trahi Nintendo. Il n'avait rien compris à la franchise, ni respecté l'esprit de Miyamoto. Et le géant japonais s'en est voulu, pendant plus de 30 ans. Mais cette défaite, aussi cuisante soit-elle, a forgé leur identité. Ils ont été les premiers à ouvrir la voie, les premiers à offrir la possibilité d'adapter le jeu vidéo au cinéma. Grâce à eux, de nombreux projets ont vu le jour. Grâce à eux, on a aujourd'hui des séries comme Fallout, Arcane et Cyberpunk Edgerunners. 30 ans pour accepter la défaite, 30 ans pour revenir avec leurs meilleurs projets, et 30 ans pour rappeler au monde pourquoi Nintendo est
et restera au-dessus de tous les autres. Le plombier a réparé la plus grosse fuite de sa carrière. Pas celle d'un tuyau, mais celle de sa propre histoire. What do they know, huh? Et cette fois, c'est lui qui tient la clé. Hollywood, de son côté, n'a plus qu'à regarder et à prendre des notes.